est la couturière devenue styliste. À minuit, pendant que son bébé dort dans un berceau improvisé, Fadila coude sa 10e pièce de la journée. Ses doigts saignent, mais elle ne peut pas s'arrêter. Elle n'a que 200 € en poche, ne parle pas français, et elle est seule dans un pays inconnu. Mais cette femme ne sait pas encore que dans 5 ans, elle sera à la tête de son propre atelier à Paris. Ceci est l'histoire de la façon dont la misère s'est transformée en création. Fadila est née dans un petit village, près de Casablanca, fille aînée de 7 enfants. Elle a appris à coudre avec sa grand-mère à l'âge de 8 ans. Ce n'était pas un passe-temps, c'était la survie. Quand les vêtements se déchiraient, il n'y avait pas d'argent pour en acheter de nouveaux. Alors, elle réparait, improvisait, créait. À 20 ans, Fadila travaillait dans une petite usine textile, gagnant moins de 100 € par mois, mais elle avait un rêve secret: dessiner ses propres vêtements. Dans les cahiers d'école de ses frères, elle griffonnait des robes, des chemisiers, des manteaux qu'elle aimerait un jour créer. Quand sa cousine qui vivait en France lui a offert un endroit où rester temporairement, Fadila a vu une porte s'ouvrir. Ses parents l'ont suppliée de rester. « Qui va prendre soin de toi là-bas? Je ne parle même pas la langue. » Mais à 25 ans, avec 200 € économisés pendant 2 ans et une valise pleine d'espoir, Fadila a embarqué dans un bus en direction de la France. Elle ne savait pas que sa cousine allait mentir. La cousine n'est jamais apparue au point de rendez-vous. Pendant 3 heures, Fadila a attendu sous la pluie, appelant un numéro qui ne répondait pas. Elle découvrirait plus tard que sa cousine était retournée au Maroc et ne l'avait jamais prévenue. Cette nuit-là, sans nulle part où dormir, Fadila a dormi dans la station de métro jusqu'à ce qu'un agent de sécurité la réveille. Les larmes aux yeux et utilisant des gestes, elle a réussi à ce qu'il la dirige vers un refuge pour femmes. Là, partageant une chambre avec 7 autres personnes, sa vie française a commencé. 2 semaines plus tard, Fadila a trouvé un emploi dans une usine textile en banlieue de Lyon, salaire minimum. 10 heures par jour. 6 jours par semaine. Elle ne parlait pas français, mais la machine à coudre est un langage universel. Le patron, M. Dubois, était un homme sévère qui criait même quand les employés faisaient tout correctement. Les heures supplémentaires n'étaient pas payées. « Soyez reconnaissante d'avoir un emploi », disait-il. Mais Fadila avait besoin de cet argent. Chaque euro envoyé au Maroc signifiait de la nourriture sur la table de ses frères. Les dimanches, son seul jour de congé, Fadila allait au parc avec son cahier. Elle observait les Françaises, leur style, leurs vêtements, et elle dessinait. Des robes qui mélangeaient des tissus marocains avec des coupes modernes. Des chemisiers que sa grand-mère approuverait, mais que les jeunes parisiennes porteraient. C'étaient des dessins que personne ne voyait, jusqu'à ce que, 6 mois plus tard, tout change. Fadila a découvert qu'elle était enceinte. Le père, un homme qu'elle avait rencontré au refuge, a disparu quand il a appris la nouvelle. Quand elle en a informé son patron, la réponse a été froide. « Vous ne servez plus pour ce travail ». En un jour, elle a perdu son emploi et son espoir. Sans revenu, elle est retournée au refuge enceinte, seule, dans un pays étranger, sans parler la langue. C'était la crise qui aurait pu briser Fadila, mais elle ne savait pas qu'elle était sur le point de découvrir sa force. Cette nuit-là, assise sur le lit du refuge, pendant que d'autres femmes dormaient, Fadila a fait une promesse. Son fils ne grandirait pas sans rien, comme elle avait grandi. Elle ne savait pas comment, mais elle trouverait un chemin. Avec les 50 derniers euros qu'elle avait, Fadila a acheté une vieille machine à coudre dans une friperie. La vendeuse pensait qu'elle était folle. « Vous devriez acheter de la nourriture, pas ça. » Mais Fadila avait un plan. Au refuge, elle avait observé que beaucoup de femmes portaient de vieux vêtements déchirés. Elle a offert ses services. 5 euros pour réparer, 10 pour ajuster. À 6 mois de grossesse, Fadila cousait la nuit pendant que les autres dormaient. Quand Hassan est né, Fadila n'a pas eu le temps de se reposer. 3 jours après l'accouchement, elle était de retour à la machine à coudre. Le bébé dormait dans une boîte en carton à côté pendant qu'elle travaillait. Ses doigts saignaient des piqûres d'aiguilles. Son dos lui faisait mal, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. « Pardonne-moi, mon fils », murmurait-elle quand Hassan pleurait de faim et qu'elle devait terminer une pièce. « C'est pour toi. Tout est pour toi. » Fadila savait qu'elle devait apprendre le français. Mais les cours coûtaient de l'argent et du temps, 2 luxes qu'elle n'avait pas. Alors elle a improvisé tous les jours, pendant qu'elle allaitait Hassan.
Elle regardait la télévision française avec des sous-titres, elle notait des mots. Elle pratiquait avec les autres femmes du refuge. « Bonjour, comment allez-vous? Je suis couturière. » Elle répétait jusqu'à mémoriser. Un soir de février, Hassan a commencé à pleurer différemment. Ce n'était pas la faim ni un cauchemar. Quand Fadila a touché son front, sa main a presque brûlé. La fièvre était si forte que le petit corps tremblait. « Non, non, non !» murmurait Fadila, la panique montant dans sa gorge. Elle n'avait que 15 € dans son porte-monnaie, pas assez pour l'hôpital, pas assez pour des médicaments, pas assez pour sauver son fils. Elle a enveloppé Hassan dans tous les vêtements qu'elle pouvait trouver, prête à courir vers les urgences, même sans argent. Mais quand elle a ouvert la porte de sa chambre au refuge, Madame Ben Ali, une femme algérienne d'une 60aine d'années, se tenait là. « Je t'ai entendu », dit-elle doucement. « Donne-moi l'enfant !» Fadila hésitait, serrant Hassan contre elle. Madame Ben Ali a posé une main sur son épaule. « Fais-moi confiance, j'ai élevé 6 enfants, je sais ce qu'il faut faire. » Dans sa petite chambre, Madame Ben Ali a préparé un thé spécial, avec des herbes qu'elle gardait précieusement. Du thym, de la camomille, un peu de miel. « Ça vient de mon jardin en Algérie, » expliquait-elle. « Ma fille me l'envoie. Elle a préparé un bain tiède. Pas froid, pas chaud, exactement comme il fallait. » Pendant que Fadila tenait Hassan, Madame Ben Ali versait l'eau doucement sur son petit corps brûlant, chantant une berceuse en arabe que sa propre mère lui chantait. « Ya Lili, ya Lili, ya Aini, ya Lili » Fadila pleurait silencieusement, tenant son fils. Sentant la fièvre commencer à baisser petit à petit, Madame Ben Ali ne disait rien. Elle continuait simplement à verser l'eau, à chanter, à être présente. 3 heures plus tard, Hassan dormait paisiblement, la fièvre presque disparue. Fadila, épuisée, s'est effondrée sur la chaise. « Comment je peux te remercier ?» a-t-elle demandé, la voix brisée. « Tu n'as pas à me remercier. On est toutes dans le même bateau ici, » a répondu Madame Ben Ali. « Mais promets-moi quelque chose. Quand tu pourras aider quelqu'un d'autre, fais-le. » Cette nuit-là, Fadila n'a pas dormi. Elle est restée assise près de Hassan, écoutant sa respiration régulière, touchant son front qui refroidissait, et elle a fait un serment. « Je te jure, mon fils, murmurait-elle dans l'obscurité, que tu ne vivras plus jamais comme ça. Je te jure que je vais construire une vie où tu n'auras jamais à avoir peur d'être malade, où tu auras tout ce dont tu as besoin. Je ne sais pas comment, mais je le ferai. Pour toi, je ferai l'impossible. » Les larmes coulaient sur ses joues. Mais c'étaient des larmes différentes maintenant. Ce n'était plus du désespoir, c'était de la détermination pure. La semaine suivante, Fadila a passé 2 nuits entières à créer une blouse pour Madame Ben Ali. Elle a utilisé un tissu bleu ciel qu'elle avait gardé, brodant de petites fleurs sur le col, exactement comme les broderies que Madame Ben Ali lui avait montrées de son pays. Quand elle lui a offert, Madame Ben Ali a secoué la tête. « Non, ma fille. Tu dois vendre tes créations, tu as besoin d'argent. L'argent, je le gagnerai, a répondu Fadila. Mais la bonté, on ne peut pas la payer, vous avez sauvé mon fils. C'est moi qui ai une dette. Madame Ben Ali a accepté la blouse, les yeux brillants. Elle l'a portée fièrement le dimanche suivant à la mosquée, racontant à tout le monde qu'elle avait été faite par une artiste qui ne le sait pas encore. Les jours étaient durs, mais Fadila avait appris une leçon cette nuit-là. Elle n'était pas seule. Dans ce refuge rempli de femmes brisées, il y avait aussi de la solidarité, de la gentillesse, de l'espoir partagé. Mais la solitude la rattrapait parfois, surtout le soir. Sa famille lui manquait terriblement. Sa mère, surtout, ses mains, sa voix, l'odeur de sa cuisine. Une fois par mois, sa mère réussissait à emprunter le téléphone d'une voisine pour un appel vidéo. Ces jours-là, Fadila se préparait comme pour un spectacle. Elle descendait jusqu'au petit parc à 3 rues du refuge. Elle se positionnait devant les parterres de fleurs, l'arrière-plan le plus joli qu'elle pouvait trouver. Elle mettait son plus beau sourire. « Maman, tu vois comme c'est beau ici ?» disait-elle, tournant le téléphone pour montrer les arbres, les fleurs, les bancs propres. « Oui, oui, le travail va très bien. J'ai une belle chambre maintenant. Hassan grandit si vite. » Elle mentait. Elle mentait parce que dire la vérité, qu'elle dormait encore au refuge, qu'elle cousait jusqu'à l'épuisement, qu'elle avait parfois faim, aurait brisé le cœur de sa mère. Sa mère, de l'autre côté de l'écran, souriait aussi, elle aussi mentait probablement,
cachant ses propres difficultés pour ne pas inquiéter sa fille. « Je suis si fier de toi, ma fille, » disait sa mère, sa voix tremblant légèrement. « Tu as été courageuse de partir. Tu construis un avenir pour Hassan. » Après chaque appel, Fadila restait assise sur le banc du parc, regardant son téléphone. La solitude pesait sur ses épaules comme un manteau de plomb. Elle pensait aux soirées en famille, aux rires de ses frères, aux dîners autour de la table. Mais ensuite, elle regardait Hassan dans ses bras, et elle se souvenait pourquoi elle était là. Un jour, lui promettait-elle, je t'emmènerai voir ta grand-mère. Je lui montrerai ce que nous avons construit et elle sera fière. Ce qui maintenait Fadila debout, ce n'était pas l'espoir vague que les choses s'amélioreraient. C'était une foi profonde, inébranlable, presque irrationnelle, que tout finirait par aller bien. Elle ne savait pas d'où venait cette certitude. Peut-être de sa grand-mère qui lui disait toujours « Dieu ferme une porte mais ouvre une fenêtre ». Peut-être de toutes les fois où elle avait survécu à l'impossible et se retrouvait encore debout. Les autres femmes du refuge le voyaient. « Comment tu fais pour rester si positive ?» demandait Amina, une jeune Syrienne qui partageait sa chambre. Fadila souriait. « Je ne suis pas toujours positive. Certaines nuits, je pleure jusqu'à ne plus avoir de larmes. Mais le matin, je me lève, parce que rester couché ne changera rien. » Cette foi était sa force secrète. Quand elle cousait tard dans la nuit, les doigts ensanglantés, elle se répétait « Ça va marcher, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais ça va marcher ». Quand les clientes tardaient à payer, quand Hassan tombait malade, quand le loyer du petit atelier semblait impossible, elle gardait cette flamme intérieure allumée. « L'univers récompense ceux qui ne lâchent pas », se disait-elle. Ce n'était peut-être pas vrai pour tout le monde, mais elle y croyait pour elle-même, et cette croyance la portait. Madame Ben Ali le remarquait aussi. « Tu as quelque chose de spécial, Fadila », lui disait-elle. « Ce n'est pas juste du courage, c'est de la foi, et la foi déplace des montagnes. » Fadila haussait les épaules. « Je n'ai pas le choix. Si j'arrête de croire, qu'est-ce qui me reste ?»« Exactement. » répondait Madame Ben Ali avec un sourire sage. « C'est ça, le secret. Tu as transformé ton absence de choix en ta plus grande force. » Un jour, une femme du refuge a demandé quelque chose de différent. « Pouvez-vous faire une nouvelle robe? Pas réparer, créer. » Elle allait à un entretien d'embauche important et n'avait rien de convenable à porter. Fadila a dit oui, même sans savoir combien facturer, utilisant des tissus achetés en solde et des chutes données. Elle a créé une robe qui mélangeait l'élégance française avec des broderies marocaines. Quand la femme l'a portée, des larmes ont coulé. « Vous avez un don », a-t-elle dit, « ne le gaspillez pas. » Cette femme a obtenu l'emploi et elle a parlé à toutes ses amies de la couturière du refuge. Les commandes ont commencé à arriver, d'abord 1, puis 3, puis 10 par semaine. Fadila n'avait plus le temps de dormir. Hassan avait 1 an et demi quand elle a réalisé qu'elle avait besoin de son propre espace. Avec 1 000 € économisés, chaque centime gardé comme un trésor, elle a loué une petite chambre de bonne dans un vieil immeuble 40 mètres carrés, sans ascenseur, au 6e étage. Mais c'était à elle. En 2019, une cliente a suggéré « Vous devriez montrer votre travail sur Internet, Instagram, Facebook ». Fadila savait à peine utiliser les réseaux sociaux, mais elle a créé un compte. Elle photographiait ses créations avec son téléphone cassé, postait avec des descriptions écrites, moitié en français, moitié en arabe. Les premières semaines, seulement 10 abonnés. Mais ensuite, une influenceuse locale a acheté une robe et a posté une photo en la portant. Du jour au lendemain, Fadila a gagné 500 abonnés et les commandes ont commencé à arriver de tout Lyon. Fadila ne pouvait plus gérer seule. Elle a embauché 2 femmes, aussi immigrantes, aussi combattantes. Elle leur a enseigné ses techniques. Ensemble, elles transformaient les tissus en rêves. Hassan, maintenant âgé de 3 ans, jouait dans le coin de l'atelier pendant que les femmes travaillaient. Il grandissait parmi les fils et les aiguilles, entre les langues et les cultures. En 2023, 5 ans après être arrivé en France avec 200 €, Fadila a ouvert son propre atelier dans un quartier animé de Lyon. Elle l'a appelé Fadila Création. Simple, mais à elle. À l'inauguration, elle n'a pas invité de célébrité.
Elle a invité les femmes du refuge, ses premières clientes, les employés qui ont cru en elle. Elle a servi du thé à la menthe marocain et des gâteaux français Hassan, portant un petit costume qu'elle avait elle-même cousu, a coupé le ruban. Aujourd'hui, les créations de Fadila sont vendues dans 3 boutiques à Paris. Son Instagram a 20 000 abonnés. Elle emploie 5 personnes, toutes des femmes immigrantes qui, comme elle, avaient besoin d'une chance. Mais le succès n'a pas changé qui elle est. Tous les samedis, Fadila visite des refuges et enseigne la couture gratuitement aux femmes réfugiées. « Quelqu'un m'a donné de l'espoir quand je n'avais rien », dit-elle. « Maintenant, c'est mon tour de donner. » Quand on demande à Fadila quel a été son secret, elle sourit et dit « Il n'y a pas eu de secret, il y a eu du désespoir, du travail et le refus d'abandonner. » Elle se souvient de la nuit où elle a dormi dans la station de métro, de la vieille machine à coudre, des nuits blanches avec Hassan qui pleurait. Chaque point que je faisais à cette époque était une prière, raconte-t-elle. Chaque pièce que je terminais était une victoire contre l'impossible. Hassan demande parfois « Maman, tu avais peur ?» Et Fadila répond avec honnêteté « Tous les jours, mais je t'avais, toi. » Et la peur ne peut pas être plus grande que l'amour. L'histoire de Fadila n'est pas une histoire de talent exceptionnel ou de chance extraordinaire. C'est l'histoire d'une femme qui, quand le monde ne lui a donné que des fils, a cousu un avenir. C'est l'histoire de transformer la douleur en création, la solitude en communauté et le désespoir en dignité. 15 ans plus tard, un jeune homme de 18 ans se tient devant l'atelier Fadila Création, à Lyon. Hassan a les yeux de sa mère, noir, déterminé, brillant d'intelligence. Il porte un costume qu'elle a fait pour lui, parfaitement coupé, mélange élégant de modernité française et de touche marocaine. Il vient d'être accepté dans une école d'ingénierie prestigieuse à Paris. Les professeurs ont été impressionnés non seulement par ses notes excellentes, mais par sa lettre de motivation où il racontait l'histoire de sa mère. « Je veux construire des ponts », avait-il écrit, « parce que ma mère m'a appris qu'avec assez de détermination, on peut connecter 2 mondes qui semblent impossibles à réunir. » Fadila est fière, mais elle ne se vante jamais. Quand les gens la complimentent sur son fils, elle dit simplement « Il a travaillé dur », comme sa mère lui a montré. Hassan a grandi dans l'atelier, entre les tissus et les conversations en 3 langues, français, arabe et l'espagnol qu'une des employées parlait. Il a appris tôt que le succès n'est pas une ligne droite, mais un chemin cousu de sacrifices et de petites victoires. Il se souvient de sa mère lui apprenant à lire tard le soir, après qu'elle ait fini de coudre. Il se souvient des fois où il n'avait qu'un peu de pain et de confiture pour le dîner, mais sa mère transformait ça en pique-nique spécial. « Maman, lui avait-il demandé un jour quand il avait 12 ans, « pourquoi tu ne nous achètes jamais de choses chères comme les autres mamans ?» Fadila l'avait regardé sérieusement. « Parce que je t'achète quelque chose de plus précieux. Un avenir, chaque euro que je ne dépense pas aujourd'hui, c'est un euro pour ton éducation, pour ton rêve. » Hassan n'a jamais oublié ces mots. Quand il avait 16 ans, en 2021, Fadila a fait quelque chose qu'elle rêvait de faire depuis des années. Elle a acheté 3 billets d'avion pour le Maroc. Le voyage était court, seulement 1 semaine, mais symbolique. C'était la première fois qu'elle retournait dans son pays depuis son départ 13 ans auparavant. Quand l'avion a atterri à Casablanca, Fadila tremblait. Hassan tenait sa main. « Ça va, maman. Je suis là. » Ses parents attendaient à l'aéroport. Sa mère, maintenant, avec des cheveux gris, s'est mise à pleurer en voyant sa fille. Elles se sont embrassées et pendant longues minutes, elles n'ont rien dit. Elles pleuraient simplement, libérant des années de distance et de manque. Son père, toujours sévère mais avec des yeux adoucis par l'âge, a regardé Hassan avec émerveillement. « C'est lui, le petit qu'on n'a vu qu'en photo ?» Hassan, intimidé mais poli, a dit en arabe que Fadila lui avait enseigné. « Salam alaykoum, j'ai dit, je suis Hassan. » Le grand-père, cet homme qui avait supplié sa fille de ne pas partir, a pris son petit-fils dans ses bras et a pleuré. Cette semaine au Maroc a été magique. Fadila a montré à Hassan le petit village où elle était née, la maison où elle avait appris à coudre avec sa grand-mère, l'usine textile où elle avait travaillé pour 100 € par mois. « C'est ici que tout a commencé », lui a-t-elle dit. Hassan a touché les murs,
marchait dans les mêmes rues, essayant d'imaginer sa mère à son âge, déjà rêvant d'un avenir différent. Les frères et sœurs de Fadila étaient là aussi, maintenant adultes, certains mariés, avec leurs propres enfants. Ils regardaient leur grande sœur avec un mélange d'admiration et d'incompréhension. « Tu as vraiment réussi », disait son frère cadet, Ahmed. « Nous avons vu les photos sur Instagram. Tu es célèbre là-bas. Fadila Harry, pas célèbre juste, établi. J'ai travaillé très dur. » Sa mère, pendant cette semaine, n'a pas lâché sa main, elle parlait pendant des heures, rattrapant 13 années de distance. « Je regrette de ne pas t'avoir soutenu quand tu es parti », a avoué sa mère un soir. « J'avais peur, mais tu avais raison. Tu as donné à Hassan ce qu'on ne pouvait pas te donner. » Fadila a serré la main de sa mère. « Tu m'as donné quelque chose de plus important. Tu m'as appris à être forte. Sans ça, je n'aurais jamais survécu. » Le dernier jour, au moment de partir, sa mère a donné à Hassan une vieille boîte en métal. « C'était à ta grand-mère, » expliquait-elle. « Ses premières aiguilles à coudre, elle aurait voulu que tu les aies, pour te souvenir d'où tu viens. » Hassan a pris la boîte avec révérence. Il ne savait pas coudre, il n'en avait jamais eu besoin, mais il comprenait ce que ces aiguilles représentaient. Dans l'avion du retour, Hassan a demandé « Maman, tu regrettes parfois d'être partie ?» Fadila a réfléchi longtemps avant de répondre. « Je regrette la douleur que ça a causée. Je regrette les années loin de ma famille. Mais regretter ma décision ? Jamais. Parce que cette décision t'a donné des opportunités que je n'aurais jamais eues. Aujourd'hui, Hassan étudie l'ingénierie, mais aide aussi sa mère pendant les vacances. Il gère le site web de Fadila Création, aide avec les comptes, modernise les processus. Il amène aussi une perspective nouvelle. « Maman, tu devrais étendre l'activité, ouvrir un deuxième atelier, former plus de femmes. » Fadila sourit à l'ambition de son fils. Elle voit un peu d'elle-même en lui. « Un jour, peut-être pour l'instant, je suis heureuse avec ce que j'ai construit. » Mais elle sait qu'Hassan a raison. L'empire qu'elle a créé point par point peut grandir. Et peut-être que son fils, avec son éducation et sa vision, sera celui qui portera l'héritage plus loin. Le samedi, quand Fadila va encore au refuge pour enseigner la couture, Hassan l'accompagne parfois. Il voit sa mère avec les nouvelles arrivantes, des femmes perdues, effrayées, sans espoir, et il voit comment elle les transforme. « Tu peux apprendre », dit Fadila à une jeune femme syrienne qui tient une aiguille pour la première fois. « Je ne savais rien quand je suis arrivé, mais j'ai appris, et maintenant regarde !» Hassan voit les yeux de cette femme s'illuminer, le même espoir que sa mère avait dû avoir il y a des années. Un jour, une journaliste est venue interviewer Fadila pour un article sur les entrepreneurs immigrantes. À la fin de l'interview, elle a demandé « Quel conseil donneriez-vous à votre moi d'il y a 20 ans, celle qui dormait dans le métro ?» Fadila a souri, regardant Hassan qui travaillait dans le coin. « Je lui dirais « Continue. Chaque point que tu coudes aujourd'hui tisse le futur de ton fils. La douleur est temporaire, mais la dignité que tu construis est éternelle. » L'histoire de Fadila n'est pas terminée. C'est une histoire qui continue à se coudre, point par point, jour après jour. Et maintenant, Hassan ajoute ses propres fils à cette tapisserie familiale. Ils ne sont plus seuls, ils ne sont plus perdus. Ils ont trouvé leur place. Non pas parce qu'elle leur a été donnée, mais parce qu'ils l'ont créée ensemble, avec du courage, du fil et une foi inébranlable que demain serait meilleur qu'hier. Elle n'avait pas besoin de permission, elle avait besoin de courage pour commencer petit. Et vous, qu'attendez-vous pour coudre votre propre destin? Cette histoire a été inspirée par des dizaines de femmes immigrantes qui ont reconstruit leur vie en France grâce à la couture.